Ok. Cette pandémie a-t-elle un lien avec le rapport des humains à la nature? Ce qui est probable, c'est qu'on soit plus exposé qu'avant à un plus grand nombre de pathogènes et que les capacités de diffusion de ces pathogènes ont augmenté sur les dernières décennies. Alors pourquoi on serait plus exposé qu'avant? L'expansion des populations humaines et l'expansion des surfaces occupées par les populations humaines s'est fait au détriment des espaces sauvages qui ont eux réduit. Et donc on empiète quand on se développe comme ça sur des espaces autrefois sauvages. Et ça peut augmenter les risques d'échange, le nombre de contacts qu'on peut avoir avec la faune sauvage, par exemple. Or, quand on est en contact avec la faune sauvage, il peut y avoir des transmissions de pathogènes. Vous avez entendu parler par exemple de ces chauves-souris qui peuvent mordre ou qu'on peut consommer, ou le moustique par exemple peut piquer et transmettre des pathogènes. Alors très souvent, les pathogènes sont spécifiques. Le pathogène d'une espèce donnée, en général, il n'est pas pathogène pour une autre espèce. Donc il y a peu de risques de transfert comme ça d'un pathogène d'une espèce à l'autre. Sauf que ce risque existe. Il est très faible, mais il existe. Il existe parce que les pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries ou d'autres formes d'organismes vivants, ils évoluent, ils mutent, et que parfois les mutations qu'ils subissent peuvent leur rendre capables d'infecter une autre espèce. Mais ces phénomènes sont très rares. Et quand les contacts avec les espèces sauvages sont rares, le risque qu'un pathogène change d'espèce est extrêmement rare. Par contre, quand les contacts augmentent, le risque augmente. Et on voit en parallèle, effectivement, un plus grand nombre de pathogènes passer d'une espèce sauvage à l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle au passage une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui se transfère de la faune sauvage vers l'espèce humaine. Et donc ce risque augmente. Voilà, on essaie d'expliquer l'épidémie actuelle par le transfert d'un virus depuis une chauve-souris qui serait ce qu'on appelle un réservoir, c'est-à-dire une espèce qui est capable d'accueillir le virus mais sans en montrer les symptômes, sans être infectée, et qui aurait pu transférer le virus d'une espèce sauvage comme le pangolin par exemple à l'espèce humaine. Bon, ça ce n'est possible parce que le pangolin est chassé, il est consommé, on se déplace dans son habitat, et plus on le fait, plus le risque de transfert est important. Donc ça c'est une des explications possibles pour l'augmentation du nombre d'agents pathogènes qui seraient responsables d'épidémies chez l'espèce humaine. L'être humain est-il responsable de la diffusion de l'épidémie? Il ne suffit pas qu'un pathogène s'installe pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il puisse se diffuser aussi rapidement pour toucher un grand nombre de personnes. Et là aussi, les conditions de développement de nos populations, elles rendent ça favorable. Par exemple, il y a de plus en plus d'humains qui vivent en ville. Bon, la ville, c'est un environnement qui se caractérise aussi par la densité des populations, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent proches les uns des autres. Ça, pour la diffusion d'un pathogène, c'est idéal. Plus la densité est importante, plus le risque qu'un pathogène passe d'un porteur à un autre est élevé. C'est pour ça qu'on nous parle actuellement de distanciation, par exemple, parmi les mesures de confinement qui sont proposées. Parmi les modes de développement aussi de nos populations, il y a le développement, par exemple, de l'agriculture intensive, qui se caractérise par des densités de population d'espèces d'élevage très fortes. Et ça aussi, ça favorise le développement des pathogènes. Et puis après, il y a évidemment les échanges internationaux qui ont largement augmenté avec des capacités de transport ou le développement des échanges commerciaux qui se sont développés avec la mondialisation sur les dernières décennies. Évidemment, ça offre aux pathogènes une capacité de diffusion qui est bien plus importante. C'est-à-dire si les porteurs peuvent se déplacer très loin, ça veut dire que les pathogènes qui sont portés vont se déplacer avec eux et vont pouvoir contaminer dans d'autres régions du monde d'autres individus. Et donc le risque qu'une maladie qui pourrait être une maladie locale qui touche peu de personnes se transforme en épidémie, voire en pandémie, c'est-à-dire qui touche la planète entière, a lui aussi très largement augmenté. Ça peut expliquer pourquoi il y a plus d'épidémies actuellement. D'ailleurs, ça explique très bien ce qu'on vit actuellement. Alors je vais rentrer dans des sujets qui sont vaguement polémique parce que tout n'est pas établi encore, ça c'est normal, hein. En science, on a besoin de temps un peu pour bien comprendre les choses, mais l'épidémie actuelle, on la comprend comme une origine asiatique en Chine, qui aurait été très très vite diffusée en Europe, en Amérique du Nord, et un peu plus tard peut-être en Afrique, en Amérique du Sud, mais ça s'est fait très vite. Évidemment, les capacités de dispersion du pathogène, elles suffisent pas à expliquer comment il s'est retrouvé très vite de la Chine à l'Europe. Et ce qui se passe, c'est que c'est les hommes qui se déplacent, c'est les porteurs qui se déplacent. Et donc on favorise largement avec ce type de déplacement la transformation d'une maladie locale en épidémie, voire en pandémie. On peut réfléchir à ce qui se passe de façon très scientifique en faisant intervenir des mécanismes qu'on connaît en écologie qui sont liés aux interactions entre les espèces et mécanismes de régulation des populations qui existent dans les espèces et qui sont souvent un peu réciproques, hein. Quand une espèce se développe plus, elle entraîne le déclin d'une autre, ce qui peut favoriser le développement d'une troisième. Et toutes ces interactions fait qu'au final, il y a un relatif équilibre. On parle d'équilibre dynamique. On peut très bien regarder un peu ce qui se passe actuellement avec ce regard d'écologue là,
trouve ça assez intéressant. Après la crise, est-ce que les politiques ne vont s'occuper que de l'économie ou vont-ils enfin s'intéresser à l'environnement? Alors, ça c'est une question difficile pour moi, hein, qui suis avant tout écologue et évolutionniste, donc je suis pas du tout spécialisé dans la vie politique, je suis pas du tout politologue, ce qui m'empêche pas d'avoir un point de vue sur la question, puisque tout scientifique que je suis, ça m'empêche pas d'être citoyen. Et donc, je m'interroge effectivement, comme tout à chacun, j'espère, sur ce que vont faire les politiques de ce qu'on vit actuellement à terme. Bon, je dois avouer que je suis pas hyper optimiste, parce que quand on suit l'actualité actuellement, on voit que beaucoup de mesures sont prises pour sauver l'économie. Ça semble être la priorité et sauver la croissance. Ça va plutôt dans le mauvais sens puisque c'est le développement économique qui est plutôt à l'origine de l'impact de nos activités sur le monde vivant. C'est pas hyper encourageant. Après, ça pourrait ne pas être incompatible, hein. Par exemple, actuellement, on voit que nos politiques s'intéressent à l'économie et aussi au monde de la culture. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin. Et donc, on pourrait se dire, pourquoi ne pas étendre au monde vivant? Bon, je scrute pas très scrupuleusement ce qui se dit, mais pour le moment, j'ai pas entendu grand-chose qui aille dans ce sens-là. Par contre, j'ai entendu beaucoup de collègues dans la communauté scientifique et même au-delà de citoyens, réfléchir à ce qu'on appelle maintenant le monde d'après. C'est-à-dire que sera le monde d'après? Et beaucoup expriment le souhait que ce monde d'après diffère du monde d'avant. Et ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai bon espoir, en effet, que ce qu'on vit actuellement aboutisse à une forme de prise de conscience de la place qu'on occupe dans la nature, qui est peut-être un peu trop importante. Alors, quand je dis trop importante, je ne veux pas dire on est trop nombreux, on devrait être moins nombreux, parce que ça, c'est quand même très délicat. Notre niveau de présence n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de faire autant de bruit, de se déplacer autant, de consommer autant, sans discuter de la taille de nos populations. Et donc, on peut tout à fait envisager de revoir ça. Maintenant qu'on a pris conscience que si on réduisait nos activités, on n'est pas moins nombreux, on est tout aussi nombreux, mais on est un peu moins présent. Si on est moins présent, on a l'impression de libérer de la place au monde vivant. Et si on pouvait faire ça durablement, on pourrait avoir l'espoir que ça améliore durablement l'état de la nature qui est autour de nous. Cette prise de conscience-là, si elle se produit, on peut espérer qu'elle aura des conséquences bénéfique, à condition qu'elle se traduise aussi par une volonté politique d'accompagner cette transition. C'est évidemment la question de transition écologique qui est derrière. Moi, je suis pas trop fataliste, hein. Je me dis, le fait que nos politiques ne s'intéressent pas trop au sujet n'est pas une fatalité, notamment parce que nos politiques sont aussi nos élus. On a les élus qu'on mérite quelque part, hein. Ça, c'est une formule un peu facile, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sans influence sur la vie politique. La politique, faut l'envisager plus largement que la politique politicienne, hein. C'est pas juste quelques personnes qui décident pour nous de ce que deviendra notre planète. La politique, c'est l'affaire de tous. Donc, je pense que si on veut défendre la cause, ça demande un minimum d'engagement politique, hein. Et c'est pas forcément dessiner des pancartes et manifester dans la rue, hein. C'est parler autour de soi de l'expérience qu'on a eue, de sensibiliser autour de soi sur la question. Et puis, je me dis que petit à petit, on serait de plus en plus nombreux. Et le jour où on sera assez nombreux, eh bien, on aura l'influence majeure au moment des votes. Et on votera pour les élus qui sont aussi sensibles à la cause. De toute façon, les élus, ils sont sensibles à l'opinion publique, hein, parce que pour être élu, il faut quand même satisfaire un peu les électeurs. Et si on est nombreux en tant qu'électeurs, et si j'ai bien compris, vous le serez bientôt, hein, tout collégien et lycéen que vous êtes, peut-être même déjà, si on est nombreux en tant qu'électeurs à défendre cette cause-là, eh bien, on peut espérer qu'un jour, ce soit traduit dans des programmes politiques. Et donc, il ne faut pas regarder la politique de l'extérieur, hein. Ce n'est pas juste des personnes qui décident. Les politiques sont avant tout des élus, et c'est nous qui les élisons. Et pour élire des politiques qui défendent nos idées, il faut être nombreux à les défendre, et ça veut dire qu'il faut sensibiliser un grand nombre de gens à ces idées-là.